Bonjour et bienvenue à Pack the Pod, votre clubhouse de rugby. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis américain mais quand même j'ai joué un peu au rugby après le foot américain. Je suis très content d'être là avec mes amis. On est tous ensemble, quel bonheur! Tous les quatre. De nouveau. Oui. on va démarrer avec Charlie Beyer. Salut Charlie. Oui, ravi de vous retrouver avec un nouveau micro. Je ne sais pas si vous entendez cette voix suave, un meilleur enregistrement. Je suis ravi de vous retrouver. T'as vu ça? Ça fait un peu Radio FIP ce soir. Ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas tous les quatre réunis. Je suis content de vous entendre. Exactement. Donc Charlie Beyer qui est deuxième ligne à Massif Central. Notre deuxième ligne, notre grand homme, donc c'est Théodore de Saint-Rémy, anciennement de Maître Racing. Salut Théo. Oui, salut à tous. Très heureux de vous retrouver, très heureux après cet épisode interview là d'être tous les quatre, c'est un grand plaisir. Comme sur le terrain, comme à l'époque héroïque du Racing, du PUC et de tous les clubs où j'ai joué avec plaisir et toujours le cœur ovale. Exactement, le cours ovale. Et donc là aussi, quelqu'un qui pourrait ramener un peu de rose dans notre pack, des Pink Rockets, c'est Alban Borel. Salut Alban. Salut les gars, effectivement ravi de vous retrouver aussi. Je vois la vie en rose depuis qu'on est déconfinés et depuis que je vous retrouve, donc tout va bien pour moi. Super, on est très content d'être là tout le monde, tous ensemble, parce que là, quelque chose de super intéressant aujourd'hui, c'est de parler du fameux match France-Nouvelle-Zélande 99. Mais avant ça, je voulais juste dire merci à vous, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire. Merci pour tous les partages pour les 2-3 derniers épisodes. On a pu avoir des super interviews, notamment avec Serge Betsen et Richard Tarditz. Donc merci pour tous les partages, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Un grand merci aussi à Actu Foot Américain. Donc si vous êtes fan de Foot US ou vous voulez apprendre un peu plus, donc vous pouvez les suivre sur Facebook et Instagram, tout comme nous, on est sur Facebook, Instagram et Twitter. Alors Charlie et Alban, vous n'avez pas eu la chance d'interviewer avec nous Richard Tarditz. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez kiffé? Alors écoutez, pour ma part, j'ai été enchantée parce que j'avoue que je crois que le mot novice n'était même pas assez suffisant pour vous expliquer mon degré de non-connaissance du sujet et du personnage, donc j'ai appris beaucoup de choses et j'ai même pu réviser mes bases de football américain qui me rappelaient mon premier match des Detroit Lions quand j'avais, je pense, 8 ans, que je n'ai jamais compris ce sport jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'ai été ravie de revenir un petit peu aux roots et de connaître ce grand monsieur. Ouais, pareil pour moi, hein, le foot US, je le connaissais peu. J'ai juste bu des coups avec les Bolos d'Anières que Tiki connaît et j'avais vu une finale de championnat de France à laquelle il les molosses et non pas les bolos, hein, c'est important de pas, préciser. ouais, ah oui. Sinon on peut finir avec des bleus. Mais du coup j'étais ravi de découvrir, mais c'est surtout, enfin c'est pas tant le lien au foot US, enfin c'est l'histoire d'un globetrotter, quoi. C'est marrant comme c'est la façon dont il a atterri en NFL. T'as vraiment l'impression que ce mec en fait s'est laissé porter par les rebonds du hasard. Oui, mon nouveau micro et ma voix suave me fait avoir des trucs un peu poétiques comme ça. Et ouais, c'est marrant, quoi. Il est du hasard et d'une volonté de faire. Oui, bien sûr. Non, mais tu vois, t'as vraiment l'idée de c'est la façon dont il s'est fait drafter, ou je sais pas comment, j'essaie d'utiliser des mots que je comprends pas tout à fait, mais la façon dont il s'est fait drafter, où il a commencé en fait dans cette équipe, c'est un peu, enfin les mecs, il avait mauvaise, quoi, parce que c'est un peu, il a un peu contourné le système, c'est drôle, quoi. Et voilà, enfin en gros, c'est non seulement un lien au foot US, oui, comme on l'a dit, mais aussi au rugby, parce que c'était quand même un joueur de rugby, et c'est marrant, enfin c'est sûr, pour moi c'est surtout la vie d'un bourlingueur qui était, c'était vraiment très intéressant. J'ai apprécié cette interview. Donc en résumé, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes, les 2 épisodes consacrés à Richard Tarditz, vraiment on vous les recommande, parce que vous aimiez le rugby, le foot américain ou pas, c'est surtout une tranche de vie vraiment d'un gars qui a eu un destin tout à fait hors du commun. Donc voilà, quand vous avez 5 minutes, enfin 2 fois 45 minutes, faites-vous plaisir et vous pouvez le faire écouter à n'importe qui et surtout à des jeunes, parce que c'est un gars qui a pris son destin en main à l'âge de 20 ans d'une manière incroyable. Oui, il y avait un petit truc que j'avais pas eu le temps de placer avant, c'est que parfois, étant en France, je vois que il y a certaines personnes qui ils devraient être nés aux États-Unis, et Richard fait partie. Forcément, cet aspect de go-getter, cet aspect de envie de réussir et envie de tout tenter et tenter sa chance. Et vraiment, c'est une très très belle histoire. Je me suis dit pareil, go-getter aussi, pareil, tu vois, c'était.
Yeah, c'est exactement ça. Bon, en restant un tout petit peu aux États-Unis, mauvaise nouvelle pour moi, je n'étais pas drafté par la Major League Rugby Draft qui a eu Ah lieu. merde, je savais pas dommage. que t'étais passé à côté. Non, ouais, je savais pas qu'ils voulaient pas des piliers de 45 ans à 120 kilos. C'est dommage. Et aussi, une grande nouvelle aussi, bon, déjà, il y a une équipe à Austin qui s'appelle les Gilgronis, donc horriblement difficile à dire parce que ça va rien dire, c'est le nom d'un cocktail qui n'existe pas. Et donc, le nom, en fait, ça a tellement plu à des marketeurs qu'ils ont décidé de refaire. Donc, maintenant, Los Angeles, ils vont avoir une équipe bientôt. Et donc, ça s'appelle les Giltinis. Mais même chose, c'est un cocktail qui n'existe pas encore. Moi, je ne comprends pas ce lien entre sport et alcool. C'est un truc qui me... écoute. Ouais, c'est quelque chose, même, je pense, qui révolte complètement Charlie. Ça me ulcifie. Oui. Fort probable. Bonne nouvelle, les gars, aussi, c'était le retour au rugby, finalement, en Nouvelle-Zélande. Comme ils n'avaient pas de cas de Covid, on a pu voir les Blues qui ont battu les Hurricanes de Wellington 30-20. Ouais, c'est un super plaisir parce qu'on a l'impression là qu'on n'est plus confiné, sauf que c'est de l'autre côté de la planète. Bon, ce match-là, c'est un match au sommet donc du championnat néo-zélandais qui a repris avec 2-3 petites nouveautés, notamment Beauden Barrett qui est passé des Blues d'Auckland justement aux Hurricanes de Wellington, et l'ami Dan Carter qui, après son expérience un petit peu écourtée au Japon, se retrouve aux Blues d'Auckland. Il n'était pas sur la feuille de match, mais il y a un super match. On a mis sur Facebook le lien vers le résumé de ce match-là, donc c'est vraiment le seul match un peu live de toutes les dernières semaines et les derniers mois, donc jetez-vous dessus, le résumé est super, le stade est plein, on a l'impression que le Covid n'existe pas, et c'est du beau rugby. Il y avait un beau concours de porteurs d'eau et une belle célébration d'essai c'est ça. à retenir de gaguesque. Absolument, avec donc les porteurs d'eau, effectivement, Dan Carter et Tana Umaga, tous les deux, qui sont maintenant toujours au plus près du terrain pour Tana Umaga, qui ne joue plus, mais la passion est intacte. Il vieillit, mais il est toujours aussi beau, toujours aussi classe. Et franchement, moi, c'est un joueur que j'aime toujours voir sur le pré, même comme porteur d'eau, ça me fait plaisir de le voir. On va parler de Tana Umaga parce que nous allons attaquer tout de suite le sujet du jour. Alors, c'est le demi-finale 99, Coupe de Monde, la France contre Nouvelle-Zélande. Ouais, chaud. Et là, c'est du lourd. Et là, c'est du lourd. Revival. Allez, pour démarrer, Théo, est-ce que tu peux nous établir un peu le cadre? C'est World Cup 99, qu'est-ce qui se passe? Ouais, cette Coupe du Monde 99 qui se passait principalement en Angleterre et dans quelques pays, quelques matchs dans les pays aux alentours. On sort d'une Coupe du Monde 95 avec l'Afrique du Sud qui avait triomphé au terme de sa première participation. Et donc toutes les autres équipes avaient une grosse envie de montrer que les Sud-Africains n'étaient pas les seuls à pouvoir gagner cette Coupe du Monde, ce qu'ils avaient volontiers clamé en disant qu'avant ils n'étaient pas là et que donc ça comptait pas. Donc il y avait beaucoup de tensions, et autour de ce match-là, on a deux équipes françaises et néo-zélandaises qui ont juste derrière elles, sur les années qui viennent, des performances un petit peu en dents de scie. Notamment les Néo-Zélandais qui avaient gagné le Tri Nations en 96, 97 et en 99, mais qui avaient été derniers en 98 en laissant une impression vraiment d'inachevé. Donc on avait quand même des doutes sur cette équipe. Et de l'autre côté, les Français, eux, comme souvent, performance en dents de scie aussi, ils avaient fait le Grand Chelem en 97 et 98 au tournoi des 5 nations à l'époque. Il n'y avait pas les Italiens. Et ce qui était inédit et ce qui est resté unique, faire le Grand Chelem 2 fois de suite pour les Français. Et par contre, en 99, c'est-à-dire 6 mois avant cette compétition, ils avaient été cuillère de bois dernier, en perdant à la maison contre l'Écosse, contre le Pays de Galles. Et à l'époque, il n'y avait pas les Italiens pour prendre la cuillère de bois quand on n'était pas au rendez-vous. Donc, ils avaient été derniers. Donc, tout ça pour dire que on arrive sur une confrontation avec deux très belles équipes, avec une capacité à avoir des trous d'air incontestablement, mais quand même, dans le décor de ce match, il y a l'ombre d'un géant qui est celle de John Alomu, qui n'est pas encore champion du monde à ce moment-là, bien sûr, qui écrase la planète rugby de son talent depuis plusieurs années et dont on se dit, bon, l'équipe qui a John Alomu dans ses rangs ne peut pas
passer à côté du titre mondial. Donc c'est un peu ça la présentation de ce match-là. Superbe. Et donc si on parlait un peu plus précisément des équipes, Charlie, est-ce que tu peux parler de Nouvelle-Zélande? Qui sont les équipes qu'ils ont battues pour arriver en demi-finale? Oui, la Nouvelle-Zélande sort première de poule, en tête de poule, où il y avait les Tonga et l'Italie dedans, mais surtout l'Angleterre, dont elle a su se tirer. Et elle arrive à cette demi-finale en sortant de son quart de finale contre l'Écosse, qu'elle avait battue 30-18 à domicile, chez les Écossais. Donc c'était un gros match. Et ils arrivent vraiment, déjà Théo nous parlait tout à l'heure du phénomène Lomu qui continue depuis 95. Et ils arrivent donc avec ce grand joueur, ils arrivent grands favoris face à cette équipe de France. Ouais, ils avaient battu les Anglais quand même aussi à Twickenham, 30 ou je sais plus quoi. Enfin, ils avaient marqué le premier tour de la Coupe du Monde par cette victoire-là, puisque c'était chez eux. Toujours ces matchs magnifiques Angleterre-Nouvelle-Zélande. Et bon, là-dessus, ils avaient réussi, ils avaient coché la case. Donc c'était 30-16, ils ont battu l'Angleterre, mais je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est que Nouvelle-Zélande-Italie, 101-3. Je crois que c'est encore le plus gros... C'est longtemps resté le record, jusqu'au, je crois, au 108. Ils ont mis 108 points au Portugal, en 2007. Dans ce premier tour, l'Italie a pris 2 fois 100 points à l'époque, quand même. Quel courage. Ça pique un peu. Mais, c'est ça. Allez, Alban, si on parlait de la France. Écoutez, effectivement, la France avait un parcours quasi identique, je dis bien, j'insiste sur le quasi identique à celui de la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils ont également fini premier de la poule C devant les Fidji avec 4 victoires en 4 matchs. Mais c'était un début de Coupe du Monde un peu plus poussif pour eux. Ils sont un peu accrochés par le Canada sur le premier match qui est gagné 33-20. Un deuxième match assez plus simple pour la France contre la Namibie avec une victoire 47-13. Et puis un troisième match de poule qui se joue à Toulouse. Et d'ailleurs, tous les matchs de l'équipe de France se sont joués en France lors de ce tour. Et la France qui finit avec une victoire contre les Fidji 28-19. Mais il me semble qu'il y a un essai un petit peu litigieux qui leur permet de se qualifier en quart de finale. Mais en fait, ils retrouvent en quart de finale les Argentins, qui ont dans leur squad, j'allais dire la squadra Azzurra, mais c'est la squadra Argentina, qui ont dans leur équipe notre ami Gonzalo Quesada. Je suis obligée de placer un moment le Stade Français dans notre Bien sûr, équipe, mais vous êtes au courant ça ne me choque pas du tout. Il y a une actu Gonzalo Quesada ou Parce que c'est quand même... Non. Et donc du coup, ils se retrouvent face aux Argentins qui le battent 47-26 sur un match assez facilement pour se retrouver, on va dire, contre les Néo-Zélandais dans une position de archi pas favori, parce que je lisais quelques statistiques, mais la cote française à l'époque, juste avant cette demi-finale, était entre 21 ou 25-1, donc on était quand même sur quelque chose où personne n'y croyait. Bien sûr, la statistique et les bookmakers à l'époque mettent les Blacks 100 fois devant. Et nous-mêmes, on sait que gagner ce match-là va relever du miracle. On a envie d'y croire un peu avant. On envoie un texto à touche sur un portable Itinéris à des amis et on se dit, est-ce que ça va marcher? Mais on n'y croit pas. Voilà. Non, parce que on se dit, on ne sait jamais, mais il faut aller chercher le miracle. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les quelques phrases... on va dire les punchlines des cadres de l'équipe à l'époque, la Maison et Ibanez. La Maison, je crois qu'il dit que l'objectif c'est de pas passer pour des charlots, et Ibanez qui dit que veut pas que la France redevienne la Roumanie du rugby international. Donc en fait, on est quand même dans un état de effectivement de non confiance. Et à la fois qui se transforme totalement en fait pendant le match. On en reparlera, mais c'est vrai que c'est assez incroyable de passer de cet état d'esprit là. Mais c'est peut-être cette légèreté là qui a rendu l'exploit possible. La glorieuse incertitude du sport. Exactement. Celle-là. Tu nous parles souvent de ça, Théo, c'est excellent. Allez, moi, je vais vous parler un petit peu des joueurs. Donc, pour placer un peu, moi, franchement, j'ai pas vraiment entendu de rugby avant ça, parce que j'habitais toujours aux États-Unis à cette époque. J'ai pas encore vu un match de rugby avec mes propres yeux. Je savais même pas que les États-Unis avaient une équipe et qu'ils avaient un Coupe du Monde et qu'il y avait John Alomu. Je savais pas que tout ça existait, en fait, avant de venir en France en 2001. Donc, pour moi, il y a beaucoup de joueurs que je connais pas de tout. Donc, de revenir sur ce match, de voir ce match, c'était un très bel apprentissage pour moi. Donc, je parle de certains joueurs qui sont connus. Je vous laisse après parler peut-être des joueurs qui vous ont marqué un peu plus. Côté néo-zélandais, en fait, franchement, il y a très peu de personnes que j'ai reconnues. Donc, bien sûr, John Alomu, Tana Umaga aussi, Mertens, le numéro 10.
Et le petit Byron Keller, parce que Charlie a parlé de lui, et aussi qu'il a joué en France, qui a joué en 9, donc c'était sympa de le retrouver. Par contre, dans leur pack, j'ai reconnu peut-être Craig Dowd, le numéro 3, mais c'est tout. Je suis pas sûr que pour vous, si vous avez des joueurs que vous connaissez un peu plus côté Nouvelle-Zélande. Non, moi j'étais comme toi, hein, franchement. Ouais, à l'époque, pour moi, il y a un joueur qui a marqué vraiment les années qui précèdent ce match-là de son empreinte, qui jouait souvent arrière, mais qui est replacé au centre sur ce match-là, c'est Christian Cullen, qui était un joueur extrêmement rapide, très adroit, et qui a vraiment eu un paquet de sélections à All Blacks pendant toute cette période où il était complètement indéboulonnable. Et d'ailleurs, sur ce match-là, c'est vrai qu'il passe un petit peu au travers. Il avait été replacé au centre, peut-être que ça ne l'a pas aidé. Et puis moi, j'aimais beaucoup le troisième ligne Josh Kronfeld, le troisième ligne casqué, qui était vraiment le flanqueur de devoir, gros abattage. C'était deux joueurs qui étaient des tauliers de cette équipe autour de John Alomu, qui il est vrai, écrasait complètement l'équipe par son aura, au-delà de ses qualités hors du commun. On va en reparler après. Théo, est-ce que tu as dit indéboulonnable? Oui, je crois que j'ai dit indéboulonnable. C'est un de tes mots préférés. Je sais ce que ça veut dire. Hein, je sais ce que ça veut dire maintenant. Allez, si on parlait des côtés français, donc bien sûr il y avait plus de noms que je connaissais, mais quand même il y avait des belles surprises, des personnes que je connaissais pas forcément ou j'ai jamais vraiment vu jouer. Donc il y avait des capitaines Ibanez que j'ai pu voir, Fabien Galtier aussi bien sûr, donc maintenant bien sûr les entraîneurs d'équipe de France. Donc Ibanez est plutôt manager. Oui. D'accord. Certes, Fabien Pelouse aussi. Olivier Mann, c'était un grand plaisir de le revoir. Christophe Domenici aussi, tout jeune, c'était sympa de voir lui. Imen Ntemak, que je connais pas beaucoup, mais il y avait aussi des noms que je connaissais pas forcément. Non, moi j'étais surpris de reconnaître pas mal de monde, mais c'est vrai que comme tu dis par rapport à Domenici, pardon. Mais c'est vrai que comme tu dis par rapport à Domenici, entre autres, de voir des petites gueules de jeunes, en fait, c'était assez marrant de voir des mecs que peut-être moi j'ai plus connus en fin de carrière, voire entraîneurs. C'est assez marrant de les voir en jeunes premiers qui s'éclatent. Ouais, un des trucs, il y a quelques joueurs qui sont effectivement passés un peu aux oubliettes du rugby international. Le pilier gauche, Cédric Soulette, qui était un super joueur, qui a succédé un peu à Christian Califano, qui avait tenu la boutique pendant longtemps à ce poste. Christophe Juillet, qui jouait numéro 8, qui était un joueur passé par Clermont à l'origine, et puis après champion de France avec le Stade Français, qui était un très très bon numéro 8 également, mais qui n'a pas été un joueur avec une immense carrière en équipe de France. Et puis derrière, un joueur comme Philippe Bernatsal, qui était un petit peu dans les derniers joueurs avec son gabarit à jouer à très très haut niveau après les années 80, à la fin des années 90, parce que c'est un joueur qui pèse 80 kilos pour jouer face à John Alomu qui en pesait 115, ce qui est complètement improbable. Et ça, c'est encore la magie de ce match-là qui est vraiment, ils avaient fait même des reportages un peu décalés avant le match où on voyait John Alomu qui prenait un truc comme s'il prenait, je sais pas, un fétu de paille ou une boîte d'allumettes, quoi. C'était Bernatsal. Sauf qu'ils étaient opposés en vrai quand même. Non, mais je voulais juste rebondir moi aussi sur le casting, on va dire, de ce 15 de France qui, pour moi, en fait, c'est les premiers noms qui ont marqué ma culture rugbystique. Et je pense qu'il y en a peut-être 3-4 qui sont d'ailleurs ceux que tu as cités, Théo, que j'ai pas retenu, mais moi, en tout cas, ça a été un des premiers matchs, une des premières générations qui a marqué mes moments télé devant le rugby quand j'avais 8 ans, quoi. Donc voilà, c'est les bons souvenirs. En parlant de souvenirs, nos chers auditeurs, n'hésitez pas à partager avec nous vos souvenirs sur les différents réseaux sociaux. Moi, juste comme ça, en débutant, j'avais un souvenir quand même que Christophe Lamaison, il avait des grosses cuisses quand même assez impressionnantes. Ouais, un gros coup de pompe, incontestablement. Ça par contre, c'est drôle parce que le Titou Lamaison, légende et tout, je l'ai plus entendu que vu. Tu vois, tu sais, les anciens dans les équipes de rugby diverses où je suis passé, à chaque fois que tu avais un 10 qu'envoyait un peu des patates, quoi, tu avais toujours des références à Titou Lamaison et tu avais un peu un nom sans visage, tu vois, pour moi, cette espèce de fantôme de Titou Lamaison, tu vois, qui était le 10 de légende français, que les Français n'arrivent pas à trouver des 10, tu vois. Donc il y avait un peu ce truc-là, j'étais ravi de voir un match entier de lui. Surtout ce match-là, parce qu'on va y revenir, il fait une prestation de très très haut niveau, il fait vraiment une prestation d'exception. Essai, pénalité, transfo, drop. C'est énorme, petit coup de pied par-dessus, il y a tout. Il fait toute la panoplie du 10. Là t'es numéro 10, tu regardes ce match-là, tu peux le regarder en boucle, tu sais tout ce qu'il faut faire. C'est hallucinant. Tu sais tout ce que tu n'arriveras jamais à faire. Mais toi, tu joues pas à 10 de toute façon. T'as jamais essayé un petit coup de pied par-dessus? Je ne comprends pas.
Bah non, à la base, oui, mais en fait, il m'a dégoûté, tu vois. Je l'ai vu jouer, j'ai fait, bon, laisse tomber, je vais rester à la seconde latte. Allez, on démarre avec le match. Alors, premier coup de pied et on gagne le coup d'envoi. Il y a une première touche et il est pour nous. Et en 2 minutes, la première pénalité pour les Français, on marque 3-0. Par la suite, Nouvelle-Zélande tente sa chance sur un pénalité qui est raté. Ça va être pas la dernière de Mertens dans la journée. On voit un joli remonté de Monsieur Olivier Magne qui était vraiment très en jambes. Un cravate que l'arbitre a raté sur un petit Domenici. Le premier ballon de John Alamou avec un refus de dingue, c'est vraiment un homme parmi les enfants. C'est ça. Et un deuxième pénalité de Nouvelle-Zélande raté. Les All Blacks campent dans les 22 des Bleus. Et 2 minutes plus tard, ils marquent leur premier point. On est à 3-3. Qu'est-ce que vous avez vu, les gars, pendant ces 10 premières minutes? Bah écoute, déjà, le fait que la pénalité française à la maison, dès le début, il est déjà à plus de 40 mètres et il pose un peu, le début de sa partition pour le reste, quoi. Genre, botte de mammouth. Alors, en effet, comme tu dis, quoi, moi, ce qui m'a fait rire, alors, au début de ce match, je me suis dit, est-ce que c'était d'usage à l'époque, que je ne connais pas, mais le truc de Domenici où clairement il se prend une cravate, mais de mammouth, avec l'arbitre juste derrière qui l'a clairement vu et qui laisse jouer, genre c'est un fait de jeu normal, il n'y a rien, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, le mec serait rouge, ça c'est. Déjà, ça te met dans l'ambiance de l'époque. C'est vrai que le combat à ce niveau-là, je crois qu'il sera. Enfin, il commence très tôt et il continuera jusqu'au bout. Mais si les cartons jaunes avaient existé à l'époque, et même, je pense qu'il en aurait plus plusieurs dizaines. Mais tu as peut-être vu, Alban, que les cartons jaunes existaient, sauf qu'à l'époque, tu sortais pas 10 minutes. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça qui est très marrant, c'est que c'était comme au foot, en fait. Oui, voilà. Tu prends un jaune et tu fais gaffe à pas t'en prendre un deuxième. Ouais. D'ailleurs, même pour le chrono, c'était comme au foot, quoi. Ça m'a choqué. J'ignorais totalement qu'en fait, le chrono défile et à la fin, il y a un mec qui arrive avec son truc de temps additionnel. Absolument. Absolument. Ils avaient copié le foot à l'époque. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce début de match, c'est que t'as Fabien Galtier qui met un magnifique plaquage assez vite, qui montre qu'il est bien dedans. Oui. Un super coup de pompe de Garbajosa qui trouve une touche de 70 mètres ou un truc comme ça. Les premiers points de la maison. Bon, après, t'as 2-3 cagades, mais elles sont un peu partagées parce que les Blacks aussi en font. T'as un moment là, Bernat Sall et Garbajosa qui se gênent sur un ballon haut, ça fait un peu série régionale, honnêtement. Mais à part ça, Oui. voilà, on est encore dans le round d'observation, clairement. Ouais, c'est vrai que tu disais le timbre de Galtier. Juste entre parenthèses, moi je l'ai regardé en anglais du coup le match. Et quand Galtier met un timbre, le commentateur a dit il n'est pas connu pour ça. Oui, c'est un peu vrai. Ça a fait assez marrer. La petite vanne en passage. C'est vrai, c'est vrai. Niveau, t'as l'impression de te retrouver en fédéral. C'est vrai que t'as une faute qui est sifflée du joueur qui part avant le botteur sur le coup. Oui, c'est pas mal. Ça aussi en finale de la Coupe du Monde, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. En demi-finale, tu dis ok. Donc c'était ça le top niveau. Non, mais ça m'avait marré. C'est vrai que j'ai regardé la même chose que toi. Alors, je pense en anglais où il disait they need a performance of a lifetime. Nobody gives them a chance. La France vraiment avait 0 chance quoi en fait au début de ce match. Mais en fait moi ce que j'ai vu qu'ils étaient vraiment bien remontés, peut-être un peu trop parce que déjà il y avait 5 erreurs je pense dans les 5 ou 6 erreurs dans les premières 10 minutes et les Blacks sans opportunité mais quand même dès qu'ils ont le ballon ils restent toujours dangereux. Allez, le match continue avec un joli percé de la France, un certain Bernat Sall qui se jette dans les jambes des All Blacks, mais sans crainte, malgré les faits qu'il pèse moins de 80 kilos. Le ballon est rendu par Domenici, Fabien Paloussi gagne une touche, les Français sont vraiment là, mais ça tourne assez vite. Donc la France est dans le recul, après une jolie percée du 15 All Blacks, et c'est le 15 français qui sauve l'essai, mais après il prend un carton jaune parce qu'il se dégage pas après un plaquage. Et comme on avait dit, ce carton jaune, et ben, il est pas ressorti du terrain. En fait, ce qui était très drôle, c'est qu'il sauve l'essai, mais avec une cravate de l'espace. Et le mec, il se prend un carton jaune parce qu'il empêche la sortie du ballon. Mais effectivement, sur ce début de match, t'as l'impression que l'arbitre considère que les cravates sont autorisées, en fait. Parce qu'il y en a une, Domenici, il en prend une énorme. Et là, Garbajosa, sur la défense, dernier essai. Aujourd'hui, il y a essai de pénalité et carton rouge. Hein. Ah, c'est ça qui est absolument fou. T'as l'impression qu'il commente les cravates, quoi. Oh, pas mal celle-là, joli. Par contre, faut pas empêcher la sortie du ballon, par contre. Donc les All Blacks, ils étaient à 1 mètre de l'en-but, mais ils préfèrent de prendre la pénalité. Donc pénalité pour les All Blacks, 3 pour la France, 6 pour les All Blacks. Ouais, sur ce moment-là, pour moi, il est clé. C'est le début de la fin. De la fin pour les All Blacks, parce que c'est un moment où ils ont une pénale touche.
et où ils doutent, ils prennent les points. Alors qu'on est en début de match, il n'y a aucun enjeu, ils sont pas du tout ni décrochés au score, ni rien, ils n'ont pas besoin d'aller marquer des points maintenant. Et c'est un moment comme ça, dans un match de cette nature, tu dois marquer tes adversaires de ton empreinte et prendre les points au lieu de l'épreuve de force. Pour moi, c'est le signe que il y a un truc. Exactement Théo, et parce que soudainement pour la France, il y a Benazi récupère le coup d'envoi, Domenici fait un percé de folie, il est rattrapé par Cullen à 2 mètres de la ligne, un passe plus tard par d'autres, la maison marque tranquillement, la France 10-6. Ouais, là c'est le premier coup de semonce. À l'époque, je sais plus où vous êtes. Bon, Charlie est dans son berceau, Alban pareil, en train d'apprendre à lire. Mais nous, on est en train de regarder le truc et on est comme des fous parce que cet essai-là, il crève l'écran au sens propre du terme. Cette percée de Christophe Domenici avec ses cheveux blonds là qui traversent le terrain comme ça, poursuivi par des mecs en noir. Puis finalement l'essai. Tu soulignes très bien qu'avant ça, il y a une récupération de balle d'Abdel Benazi qui fait une première demi-heure de match absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il est sur tous les ballons, il leur rentre dedans comme jamais, et on ne voit que lui sur le terrain, et franchement, là-dessus, c'est l'engagement personnel là au service du collectif d'Abdel Benazi sur cette première de match est incroyable, et c'est de ces petites choses qui font basculer la confiance d'un côté, et clairement, pour moi, ça c'est vraiment à noter. J'étais impressionné par sa vitesse parce que c'était toujours autour de ballon, que sur chaque coup d'envoi, il était là. Il y a une autre action où il était troisième personne qui arrive derrière. C'est vraiment un mec qui avait des cannes aussi. Ouais, il savait tout faire, hein, Abdel Benazi. Sur ce match-là, c'est la volonté d'engagement. On va en parler parce qu'il y en a d'autres, mais lui était fer de lance, quoi. Voilà. Ouais, moi c'était pareil à ce moment-là du match. Abdelatif Benazi il m'avait déjà marqué. Enfin, c'était assez incroyable. Il y avait aussi un autre truc qui commençait à marquer et qui, je sais pas s'il y a un lien de causalité, mais l'indiscipline française était assez dingue, quoi, parce qu'au niveau de pénalité envers les Français, ça a commencé à chiffrer, ça a continué tout le long du match. Et est-ce que c'était un signe de l'engagement qu'ils y mettaient déjà, et peut-être c'était un truc au moment de l'essai de Domenici, justement, comme tu dis, enfin, t'avais ce côté un peu, je sais pas, folie qu'on appelle French Flair ou quoi. Le commentateur dit à propos de Domenici: Only a little man, but my goodness, he can go. Ils ont aussi dit France is playing all the rugby, parce que franchement, c'est que eux qui jouaient à ce moment-là. Mais franchement, il y avait aussi trop de pénalités côté français. Ouais. Mertens marque une autre pénalité. D'un coup, le ballon se retrouve dans les mains d'un certain Jonah Alomu. Ils battent 6-9 Français à lui tout seul. Ça dépend de votre compte. Et bam, voilà, il marque un course de 30 mètres. C'est son 7e essai dans ce Coupe du Monde, mais ça va pas de son dernier. Maintenant, c'est Nouvelle-Zélande qui mène 14-10. Il reprend le match demain avec 24 minutes. Ouais, là, bon, c'est ce qu'on attendait de Jonah Alomu sur ces matchs-là, c'est-à-dire cette capacité à faire la différence tout seul, avec du talent, de la puissance, de la détermination, un peu tout, ce qui fait qu'il était complètement inarrêtable. Et là, c'est le premier échec d'Abdel Benazi du match, parce qu'il arrive en plein travers pour le plaquer, mais à l'ancienne, et je pense que 95 mecs sur 100 qui se font plaquer comme ça par Abdel Benazi, ils finissent dans la tribune, et sauf que là, Abdel Benazi, il a rebondi, mais comme un popcorn. Je sais pas, comme un popcorn sur le truc, il s'est retrouvé le cul par terre, à tel point que ils avaient fait une émission ou une espèce de soirée un petit peu humoristique où ils s'étaient remis des Oscars de la performance la plus rigolote de l'année, et il lui avait remis l'Oscar du meilleur plaquage sur Jonah Alomu, et il s'en marrait lui-même, parce que c'est vrai qu'on dirait et je sais pas, Big Jim qui joue avec des Playmobil, quoi. Les mecs sont juste pas de la même nature. C'est incroyable. Je pense qu'il y avait un raffut pour Jonah Alomu sur la maison qui tout au début. Mais je pense que la maison est restée enfoncée dans le plus, quoi, comme Astérix et Obélix. Il y a un essai de Lomu super connu en 95, je crois, contre les Anglais, où il marche littéralement. Ah bah sur Rory Underwood, là c'est la fin de la carrière de Rory Underwood. Ouais. Et en fait là, je vais plus reparler aux Anglais de cet essai, parce que là c'était un peu pareil pour nous, quoi. Comme tu dis, selon les organisateurs ou selon la police, il y avait 6 ou 9 défenseurs battus, mais c'était le mec, c'était une boule de flipper dans la défense, quoi. Il rebondissait sur tout le monde et les gens restaient par terre après, et lui il terminait à l'essai. Ouais.
Et je pense qu'on a tous fait sur le terrain, on a tous fait le truc, on essaie d'attraper les gens avec les mains, et ça marche pas du tout, surtout contre un mec comme ça. Non, ça marche pas. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, C'est vrai là, John Alomou, il a presque l'impression, enfin, il donne l'impression qu'en fait, on ne sait pas défendre, c'est-à-dire qu'on est des quiches en défense, il y en a aucun qui se baisse pour se plaquer, et c'est vraiment l'ultime rattrapage de maillot, mais rien ne fonctionne, quoi, et c'est incroyable à quel point il arrive à diminuer, en fait, l'image qu'on peut même avoir des joueurs, quoi, alors qu'en fait, c'est juste lui qui est 3 fois plus au-dessus, quoi. Donc la France, ils sont un peu secoués quand même, malgré certaines flashs. Il y a Domenici et Xavier. C'est trop dur pour toi, Garbajosa. C'est trop dur. Garbajosa. Vas-y. Qui essaie sur le côté gauche, c'est un tout petit peu trop loin. Ensuite, sur la côté droite, il y a un énorme percé de Olivier Magne encore. Coup de pied à suivre avec Bernat Salle, qui est refusé. Qui est le troisième là? Benazi, bien sûr. Donc, en gros, moi, à ce moment-là, je disais, ce match, il est complètement malade. Il y a une anticipation avec chaque fois que John Alomou touche le ballon, mais aussi la France, chaque fois qu'il touche le ballon aussi, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, pareil, j'avais noté la percée d'Olivier Magne qui dépose quand même Mertens et Lomou, enfin parce qu'il le prend de distance, hein, pas parce qu'il lui met un timbre. Mais ouais, t'avais toujours cette impression de folie pour moi, et toujours ce truc d'indiscipline, parce qu'il termine quand même cette première mi-temps avec 12 pénalités contre eux. C'était assez énorme. Heureusement que Mertens n'était pas dans un bon jour, quoi. C'est ça. En fait, il y a une pluie de pénalités qui est effectivement le résultat de une indiscipline liée à l'excès d'engagement, incontestablement, et puis aussi la bonne petite habitude des arbitres britanniques à fourrer les Français sur des matchs importants, faut quand même le dire. Et là-dessus, ils ont pas fait exception. Ce qui est notable et ce qui est un peu un prémisse de ce qui peut se passer à la fin de ce match-là, c'est qu'à la mi-temps, les Blacks ont laissé 11 points au pied. Ce qui est énorme, en fait, à ce niveau de compétition. Et en général, dans des matchs disputés, tu laisses 11 points au pied à la mi-temps, tu t'en remets pas. Et c'est ce qui va se passer, mais je laisse Thierry nous introduire la deuxième mi-temps. Donc, le deuxième mi-temps démarre avec un score 17 pour Nouvelle-Zélande, 10 pour la France. On voit les Bleus tous ensemble, mais les Blacks sont peut-être sifflés pour le retour de terrain. Je ne suis pas sûr si vous avez vu la même chose. Oui, il y a beaucoup de Français dans le stade de Twickenham, hein, donc... On sifflait à l'époque des adversaires, mais non. C'est bon esprit. C'est de l'amour. c'est l'amour. Bon, le match continue. Je pense que les All Blacks voulaient montrer qui ils étaient. On voit en 45 minutes un énorme essai par John Alomou avec un 1-2 avec le 15 blondinette néo-zélandais et Jeff Wilson. C'est vite fait 24-10 pour Nouvelle-Zélande. C'est le moment incontestablement où les Blacks pensent avoir fait le plus dur et récupéré l'avance qu'ils ont, on va dire, sur les carnets des bookmakers. Et c'est le moment critique, le momentum, je sais pas quoi qu'on appelle ça, le climax, où t'es français, 24-10, t'es en demi-finale contre les Blacks qui doivent gagner cette Coupe du Monde avec John Alomou. Si t'es pas un grand champion, forcément, tu baisses la garde et t'as perdu. Et c'est là qu'on voit que cette équipe, elle avait quelque chose de plus, parce que justement, très vite, ça recolle au score, et en particulier avec les 2 drops qu'enfile Titou la Maison, qui sont tellement bienvenus pour faire recoller et faire douter les All Blacks, qu'après la machine, le train se lance pour la fin du match, et puis ça s'arrête plus, ça s'emballe, et on va le raconter, mais cette fin de match, la demi-heure qui suit, c'est un truc de fou furieux. Moi, juste pour revenir un peu sur cet essai de Lomou, c'est là que tu vois quand même la qualité de ce mec qu'on décrit souvent comme un destructeur. Mais ce deuxième essai, il montre toute la palette inverse en fait de son talent. Parce que là, pour le coup, il a mis en première mi-temps et il a dit ok, je sais marcher sur des mecs, voyez-vous. Et là, cet essai-là, je le trouvais super beau parce que comme tu dis, il joue bien avec son 15, mais c'est un essai de rugby d'évitement. Oui, personne n'a touché. Et il fait 30 à 40 mètres. Ouais, non, superbe à voir aussi, quoi. Voilà. Alors, comme Théo a dit, après, c'est les moments de la maison, les 10 minutes de la maison. Il fait quelque chose de fou. 2 drops, 2 pénalités. D'un coup, c'est 24 pour la Nouvelle-Zélande, mais 22 pour la France. La maison a pu ramener la France dans le match avec beaucoup de sérénité. Ensuite, à la 56e minute, le petit ange Domenici, il marque sur un rebond de ballon d'un coup d'engagement de Galtier. 29-24 pour la France.
Alors c'était pas un coup d'engagement, c'était un contre-rock et c'était aussi un truc que je voulais dire, c'est que la guerre des rocks, les Français dans ce match, enfin c'est incroyable le nombre de ballons qu'ils ont grattés, et donc du coup cet exemple tombe bien parce que cet essai vient d'un ballon gratté. Galtier voit un trou voit le trou, le lance pour Dominici, et vraiment je pense que les deux défenseurs black ils l'ont pas vu venir parce qu'au rebond il le chope et tu l'attrapes plus. Enfin, c'était vraiment un fantôme qui est passé devant eux, quoi. Super, qui conclut bien, comme tu dis, cette remontée dans la foulée, tu as 2 drops, une pénalité, la maison fait son récital, et là pour moi c'est Théo avait dit tout à l'heure, il y avait des débuts de phase qui posaient un peu les bases d'un emballement à venir, ou de ces 2 drops là qui commencent à dire mais putain c'est la définition de la baraka, quoi. La confiance vient chez nous, comme disait Alban tout à l'heure, en début de match on avait un peu les fesses serrées, et là d'un coup tu as été une libération sur cet essai qui est top, et je pense que c'est là que le truc s'emballe et qu'ils se disent c'est bon, on y va, quoi. Il recolle au score, il y passe devant, et en plus avec la manière, et en plus en étouffant complètement les All Blacks. Ouais, mais effectivement, je pense que c'est vraiment cette phase qui, c'est quand même assez incroyable en 11 minutes de réussir à annuler un essai et je pense à faire douter une grande nation comme les All Blacks, et je pense que vraiment là, ils se sont dit mais qu'est-ce qui nous a... Enfin, en fait, j'ai déjà vécu moi ces moments de doute. Enfin, je pense que vous aussi dans vos matchs de rugby, et je me dis mais t'es sur le cul, quoi. Et du coup, je trouve ça toujours fantastique en fait dans le sport de voir à quel point les choses tiennent à si peu. Et effectivement, là, moi, je salue la partition de la maison qui, évidemment, n'est pas seule dans cette réussite, mais qui a quand même, j'ai l'impression, saisi le bon moment pour aussi redresser l'équipe et se dire on tente le tout pour le tout, quoi. Parce qu'en fait, c'était à ce moment-là et pas à un autre moment, quoi. Il a été, comme disait Richard Tarditz sur ce match-là, comme nous a dit Richard dans les interviews précédentes, il a été the right man at the right place. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait exactement ce qu'il fallait. Il n'a pas fait tout le match tout seul, ça n'existe pas au rugby. On voit bien que l'engagement des Français, comme tu disais Charlie, dans les rucks, en conquête, ils ont été très bons en touche, ils ont été bons sur les fondamentaux en mêlée. On dit souvent no scrum, no win. Les Blacks n'ont pas été bons sur les phases de jeu fermé, que ce soit en touche ou en mêlée sur ce match-là. Donc c'est vraiment un succès collectif, mais à un succès collectif, il faut ajouter des petits gestes justes, parfaits. Les bons rouages. Et on voit que Christophe Lamaison sur ce match-là ne sourit jamais. Il n'est que déterminé. Du début à la fin, vous le voyez, c'est vraiment intéressant à voir. Il est dans son match de façon absolue. Voilà, il est là pour faire un truc, il le fait, il regarde pas ce qui est autour, il est pas dans un stade, il est chez lui à Saint-Médard-en-Jalles en train d'enquiller des pénalités, en train de faire du passe-ballon avec ses cousins ou je sais pas quoi. Il est dans son match, voilà. Et ça, j'aimerais en parler avec lui, savoir s'il se rappelle de ça, mais je suis persuadé que il était ce jour-là dans la plénitude de ses moyens, comme on l'est peu de fois dans sa vie, c'est une certitude. Un alignement des astres. C'est ça. On va parler de la maison tout de suite après, parce que 3 minutes après, il y a un mot de malade de 40 mètres avec un coup de pied à suivre de la maison pour Dourts. C'est un geste super moderne et vraiment personne n'a cru. C'est incroyable. La France mène 36-24. Ouais, comme tu dis, c'était super moderne. Moi, je me suis plus arrêté parce que vous me connaissez, je suis un peu un avant-bête, mais pour moi, là, ça part évidemment de ce mot français, quoi. Après, évidemment, jouer au pied derrière, c'est d'une facilité sans nom. Mais il y avait un super beau mot, une belle avancée. Et je pense que Alban parlait tout à l'heure de baraque, de confiance retrouvée. Et c'est vrai que quand les mecs ils viennent de te mettre 2 drops, ils viennent de te mettre un essai de malade dedans, et qu'en plus les avants ils arrivent et te font reculer comme si t'étais n'importe quoi, je pense que les All Blacks ils ont perdu là. Enfin, tu vois, ils se font prendre de partout. Ouais, ce mot t'as vraiment raison de le souligner, et on voit, Thierry, que bien que tu sois un Américain qui a commencé tard le rugby, tu comprends ce sport, parce que ce mot-là, c'est vraiment l'humiliation suprême. C'est-à-dire que sur effectivement quasiment 30 mètres, et là ils se mettent pas à la faute les Blacks parce que c'est pas leur culture de fauter sur ces trucs-là, ils acceptent en fait la supériorité des Bleus sur cette phase de jeu, qui est la phase emblématique du rugby d'engagement et du rugby collectif. Et effectivement, après ce truc-là, qui se traduit en plus par un essai
hyper bien senti d'un petit coup de pied. Richard Dourst qui a pas levé le nez du match, il a mis que des coups d'épaule, il arrive, il passe la ligne, il aplatit l'essai. À ce moment-là, les Blacks, ils sont complètement tourneboulés. La fin, je trouve, devient anecdotique. Après l'essai de Richard Dourst, il peut plus rien arriver aux Français. Non, mais effectivement, en plus, quand tu vois l'expression de visage de Richard Dourst, tu vois qu'il n'y a vraiment plus aucun doute. Non, c'était la mauvaise blague, mais vraiment, je trouve que son expression de visage... je trouve que son expression de visage dit tout. Enfin, même lui, il y croit à peine. C'est-à-dire que franchement, la balle dans l'embut, il la récupère. Honnêtement, à ce niveau-là, ça reste un peu de chance quand même. Voilà. Et là, ils se disent, ok, c'est ça. Et je trouve que en fait, son expression de visage résume vraiment ce qui se passe à ce moment-là, je trouve. Son expression de visage, et après il harangue la foule aussi, enfin, ça y est quoi, ils sont dedans quoi, c'est à eux, ils sont chez eux. À ce moment-là, les Français viennent d'infliger un 26-0 aux Blacks, et c'est pas fini puisqu'ils remettent un essai après, donc ils auront mis sur 30 minutes 33-0 aux All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde. Je pense que ça n'arrivera plus. Enfin, c'est un truc de malade, c'est comme être drafté en NFL quand t'es français quoi. C'est quelque chose de complètement irréel, et c'est la magie du sport. Les gens qui étaient dans ce stade ce jour-là s'en rappellent tous, et ça tient, on le sait, à beaucoup de choses, à beaucoup d'efforts, mais aussi à très peu de choses, parce que qu'est-ce qu'aurait été ce match si le ballon d'essai de Christophe Dominici avait rebondi dans l'autre sens? Or, c'est un ballon ovale, et donc ça tient à quoi? Donc ce petit coup de pied bien senti de Fabien Galtier, qui donne cette balle d'essai splendide dont tout le monde se souvient à Christophe Dominici, que personne ne revoit parce qu'il a des cannes de feu, ça tient à presque rien. Et puis voilà, toute cette histoire dont on se rappelle 20 ans après, c'est ce qui est génial dans ce sport, c'est ce ballon ovale, c'est que c'est pas mathématique, parfois ça part dans le bon sens, c'est un peu comme le destin. C'était assez marrant parce que j'étais sur le bord de la canapé avec mon fils de 12 ans et ma femme 20 ans plus tard en train de crier allez, vas-y, allez. Ah mais tu peux le regarder, moi pour l'épisode là, je l'ai regardé avec mon fils qui a 12 ans, qui joue au rugby comme le tien là en école de rugby. Il était comme un malade, il connaissait pas ce match, il était comme un fou, et c'est vrai que ce match en plus c'est les All Blacks, donc les All Blacks, tout le monde se dit ils sont imbattables. Eux, ils ont grandi avec les All Blacks qui mettaient des raclés à tout le monde autour des années 2011, 2015, etc. Donc c'est un moment culturel. C'est un truc à montrer dans les écoles de rugby. Ça devrait être obligatoire avec la licence, tiens. Voilà. Allez, le match continue quand même à 60 minutes, qui est typiquement le moment où les grandes équipes se séparent des petits. Il y a le coup de pied. Nouvelle-Zélande, ils essaient à gauche, ils essaient au milieu, ils essaient à droite. C'est Tana Umaga avec Jels Wissen, 2 contre Galtier et Xavier, que j'arrive pas à prononcer, qui font un super défense et sauvent l'essai. On commence à voir des remplacements, lièvrement notamment. Beaucoup de confiance par la France. Il y a même un moment où la maison botte en touche au lieu de prendre les 3 points pour les mettre plus de 2 essais en la manche. Quel orgueil. Ils perdent immédiatement le ballon, mais heureusement, c'était pas la journée des Blacks. Ils se retrouvent dans l'an 22 avec des Blacks qui mettent la pression, qui ont envie de marquer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a d'un coup, on voit un course de fou de Olivier Magne qui dribble le ballon 50 mètres. Finalement, c'est essai de malade par Bernat Salle. par Bernat Salle. Oui, c'est le petit plus de ce match-là, c'est-à-dire tu vois nos 2 ailiers de poche qui ont marqué finalement chacun un essai face au Golgoth, donc c'est aussi la belle histoire et l'anecdote qu'on retient, c'est-à-dire les kilos n'ont pas gagné sur ce match-là, mais pour moi le match il était plié avant, c'est comme le dernier essai de Wilson en fin de match, où les Blacks se remettent un peu en ordre de marche, ils reprennent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils avancent, ils font du pick and go 3-4 fois, ils se remettent dans l'axe, après ils déploient leur jeu, paf, ils marquent. Ils ont fait à la fin beaucoup trop tard ce qu'ils n'ont pas fait du match. C'était le jour des Français, voilà. J'avais lu un commentaire après, je crois c'était Sean Fitzpatrick ou quelque chose comme ça qui était dans le squad, qui avait dit « Je n'ai jamais vu un vestiaire aussi dévasté par une défaite ». Et je pense qu'effectivement, en Nouvelle-Zélande, et pour ces joueurs-là, tous ces joueurs de légende, pour John Alomu, le ciel leur est tombé sur la tête, quoi, complètement, parce que franchement, ils y croyaient pas. Pour moi, tu disais que c'était
pas anecdotique, mais tu disais c'était le petit plus. Pour moi, c'est pas le petit plus, c'est que vraiment quand Bernat Sall il a aplati, il y avait un côté sans pitié, quoi. Vous avez la tête sous l'eau, tu sais, tu remets des coups, quoi. Il y avait vraiment un côté genre on vous lâchera pas, tu vois. Ça faisait Clébar qui prenait au mollet, quoi. Et t'avais aussi dans le truc notable par rapport aux avants et par rapport à vraiment ce côté on ne lâche rien alors que vous êtes déjà par terre. Le drop raté de la maison, il vient après une phase de jeu, une pénalité obtenue par les Français. Cette pénalité, ils l'ont obtenue, mais en montant, mais comme des dératés sur les porteurs de balles. La défense, la défense française, elle devenait sauvage pour moi. C'était un truc... il y avait vraiment un côté, ils étaient trois à sauter sur le porteur de balle, les mecs ils en pouvaient plus, ils pouvaient rien faire. Il y avait pour moi, c'était pas dans la continuité, là c'est vraiment on bascule dans un truc, il y avait juste avant dans la partie qu'on exposait une sorte de baraka et de on marche sur l'eau, et là on est au-dessus, le match est à nous, mais on va rien lâcher et on continue encore à achever les morts, quoi. Ils ont été féroces, c'est incontestable, féroces, notamment au centre du terrain. La paire de centres sur ce match-là, c'est Richard Dourte et Émile Ntamak, le père du Romain Ntamak qui fait notre bonheur maintenant, qui jouait plus souvent à l'aile, mais dont je vous rappelle, moi, que je l'avais mis quand même dans mon 15 de France de légende. Donc, c'est pas par hasard non plus. Relativement discret ballon en main sur ce match-là, mais quel match en défense avec Richard Dourte. Vraiment la base de tout, c'est effectivement la férocité de l'engagement dans ce jeu. Ça se voit, et là-dessus, les Blacks sont passés à côté. Oui, sur la férocité, encore, pardon, j'insiste, mais cet essai vient quand même d'un avant-black. Ouais, c'est une récupération de balle. Parce qu'on montait comme des porcs, c'était incroyable. Il y a aussi un moment où Tana Umaga fait un en avant, et où tu vois, avec le ralenti, qu'en fait, il a peur de Richard Dourte qui monte sur lui. Ouais, complètement. Et du coup, il est pas complètement dans son geste de réception de ballon, parce qu'il surveille du coin de l'œil Richard Dourte qui arrive comme un obus depuis le début du match. Il se le prend dans les flottantes à chaque fois. Et là, il se dit, bon merde, pas encore une fois, paf, en avant. Et tout a été un petit peu comme ça. Je pense que je vais pas le dire à Tana Umaga. Non, je vais le dire à Pour finir le match, petit essai pour sauver l'honneur par le 15 Jeff Wilson. Fin de match 43 pour la France, 31. La France, 14 points en retard au début de deuxième mi-temps. Il gagne par 12 points et il passe en finale. Et nous sommes aux anges. Est-ce que vous avez vu, les gars, l'interview avec Ibanez après ? Ouais, et je trouvais ça assez drôle parce que on connaissait la fin, tu vois, de ce film, de la Coupe du Monde. Donc du coup, l'écho de ses paroles était vraiment différent que si on l'avait vécu en direct, pour ma part en tout cas. Mais dès la fin, en fait, le commentateur le pousse un peu à dire il s'est quand même passé un truc de ouf là, parce que c'est le cas. Et t'as des phrases déjà qui ressortent où tu vois Ibanez dit on a conscience d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Il a dit on était concentré toute la semaine sur les Blacks, quoi. Donc quand on lui dit alors l'Australie, il dit bah là en fait nous pour l'instant on était concentré que sur le All Black, il sait même pas quoi répondre par rapport à l'Australie, et il dit on va vivre une semaine fabuleuse. Donc en fait il y avait déjà, tu sens déjà dans ce qu'il dit que pour eux c'était la fin de l'aventure, quelque part était là, quoi. Et il conclut en disant il faut vite se recentrer, et la suite nous dira que ils n'ont pas été centrés, ils n'ont pas vraiment réussi. Ouais, en plus faut pas oublier qu'ils ont un jour de moins de récupération sur cette semaine-là que les Australiens qui avaient battu les Anglais de l'autre côté, si ma mémoire est bonne. Mine de rien, ça compte. Et je pense qu'avec ce qu'on a vécu au tout début de notre pack de potes pour la dernière Coupe du Monde, les Français ont vécu en 99, ce que les Anglais ont vécu en 2019. C'est-à-dire quand ils ont battu les Blacks en demi-finale, leur Coupe du Monde était terminée et ils ont perdu en finale. Et c'est vrai qu'il nous arrive la même chose en 99 sur un match où la finale, on n'est pas vraiment là. Et à la limite, on est déçu, mais on s'en fout un peu parce qu'on a tapé les Blacks. C'est presque ça. Même si c'est lamentable, parce qu'on aurait pu être champion du monde. Donc, juste pour être clair, les deux équipes ne sont pas remises après. La France, ils ont perdu contre l'Australie dans le final, 35-12. Et Nouvelle-Zélande, ils ont perdu aussi contre l'Afrique du Sud. Ils ont fini 4e à 22-18. Ouais, sur la finale, on est à côté parce qu'on a fait notre gros match, clairement. Et puis en face, il y a une équipe d'Australie exceptionnelle, Matthew Burke qui marque 25 points sur la finale, Tim Horan que j'ai mis dans mon 15 mondial, ainsi que John Hills, capitaine et deuxième ligne, buteur, complètement improbable, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc une très très grosse équipe en face et des Français qui sont encore sur leur victoire des Blacks.
ils se sont pas redescendus de leur nuage. Mais ouais, non, mais en fait, après tout, je pense que ça fait 20 ans, on s'en fout un peu. Je pense que ce qu'on retiendra, c'est quand même ce match de dingo. Et même si on s'est un peu endormi, et même si on peut pas avoir une Coupe du Monde à notre palmarès, et qu'on le regrettera sans doute, parce que comme tu disais Théo, c'était une année où on pouvait être champion, ce qu'on retient surtout, c'est ce match, quoi. On en parle encore, c'est un match légendaire. Et surtout, que le fait de perdre une finale, de ne pas gagner cette Coupe du Monde, ne nous a pas empêché de refaire d'autres matchs de légende contre ces mêmes Néo-Zélandais dans des Coupes du Monde futures. Et j'espère qu'on va pouvoir aussi en reparler parce que on sera peut-être un peu plus dans le bain, Alban et moi. Alors là, je te confirme que moi, j'étais... Voilà, vous étiez rentré au collège, là. Là, ouais, moi, j'étais bientôt bien sortie du collège et bientôt... alors, j'étais encore au lycée, c'est vrai. Bah, moi, c'est assez marrant. J'ai un souvenir de ce match parce que au début, je me disais, est-ce que mon souvenir est faux parce que ce match correspondait à un anniversaire que j'avais fêté. Je fête mes anniversaires à l'automne et je me disais, attends, ça pouvait pas être la Coupe du Monde. Mais ce match-là, moi, la première fois que je l'ai entendu en direct, c'était à la radio. Je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc, je voulais faire quelques petits thèmes annexes, les gars. Qui, à votre avis, a couru le plus de mètres Dominici. Exactement, 114. Ouais, Wilson avec 92. Qui a battu le plus de défenseurs John Alomu. Ouais, avec 10. Brian Keller, numéro 2, avec 8. Il nous fallait des buzzers. Dort a gagné combien de mètres dans le match 76. 0 avec le ballon. 3. 3, mais un ballon sacré défense contre Tane Umaga, comme il a dit. Oui. Le plus de plaquages côté français. Fabien Pelouse. Benazzi, ouais, j'allais dire. Olivier Mann avec 10, arrêté. Ibanez 9, Galtier 8 avec livrement aussi. Galtier. Côté Nouvelle-Zélande, Kronfeld, Nouvelle-Zélande avec 12. Il y avait 2 personnes dans ce match en titulaire, un pour Nouvelle-Zélande, un pour la France, qui n'avaient pas de plaquage. Qui n'ont pas plaqué du match ? Oh, c'est forcément un 3/4. Ouais, un Français. Bernat Salle, peut-être. Ouais, voilà. Bernat Salle, ouais. Bernat Salle et John Olumu, en fait. Mais non, ouais, personne ne va sur lui. Hein. Ouais. Ils ont peur de Bernat Salle et de John Olumu. Ouais, personne avec le plus de turnover, c'était Tana Umaga, donc la bonne défense de Dort. Et le plus de pénalités pour la France, c'était qui ? Je dirais la maison. Olivier Magne. Benazzi. Non, c'était livrement, mais quand même meilleur plaqueur de tournoi. Putain, il a réussi à... Meilleur plaqueur de tournoi, donc bravo. Alban, tu as parlé des paris. Oui, 25 sur 1. Il y avait Nouvelle-Zélande qui a gagné 30 000 euros sur ce match. Le seul qui a parié sur cette victoire. Voilà, grosse coup de bol. Et qui est, dans ce Coupe du Monde, qui est la seule équipe qui a marqué un essai contre les Australiens qui a gagné tout le tournoi des champions ? Les Anglais. Non. Les Américains, Les Américains, forcément. Ah, magnifique. Et ouais. des Eagles. Pourquoi cette question ? Je me demandais pourquoi trouver une question aussi tordue. Moi, j'ai une autre stat qui est quand même qui m'a un peu foudroyée quand je l'ai lu, c'est que sur la deuxième mi-temps, donc la Nouvelle-Zélande, tu le disais tout à l'heure Théo, a encaissé 33 points en une demi-heure, ce qui était autant de points que pendant toute la durée de leur Coupe du Monde. Mais c'est ça. C'est incroyable. Complètement improbable. C'est incroyable. Donc, les gars, est-ce qu'il y avait des gestes qu'on ne peut plus faire dans le rugby ? Bah oui, il y a des gestes qu'on peut encore faire, mais une fois. Oui. Et après, on peut plus, parce qu'on n'est plus sur le terrain. Mais les cravates, ouais, c'était incroyable. C'est ce que c'est. Les mecs, ils ramenaient les gars au sol par la nuque, quoi. Enfin, c'était normal. Et l'arbitre. Et les plaquages en l'air aussi. Ouais. Et les plaquages en l'air aussi, oui, dont parfois, comme je disais, à 2. Ouais. Et je trouvais il y avait quelques déblayages qui étaient assez impressionnants aussi. Richard Dourt a arraché une dread à Tana Umaga et l'a ramené en trophée à Christophe Lamaison pendant le match. Donc ça, c'est une spéciale pour toi, Charlie. Fais attention à tes cheveux. Ouais, il y a déjà eu des paris. Oh, c'est vraiment vilain cette stat. Ça, c'est vraiment vilain. Et dans le même genre, je crois qu'il y a Josh Kronfeld qui s'est pris une fourchette à l'œil droit et 10 minutes après une autre fourchette à leur gauche. Donc bref, il y a deux trois petits coups sous-marins comme ça. Je vous égalise à gauche. Les Australiens en finale aussi avaient prétendu avoir pris des fourchettes. Ouais. Moi, je nierais en tout cas avoir participé à toute action de ce jeu. Pour vous, qui était le travailleur dans l'ombre pour ce match-là ? On va parler de deuxième ligne après. Ouais, moi je pense que Fabien Pelouse fait un superbe match. Touche pas beaucoup de ballons, mais vraiment un magnifique match dans les rugs, dans l'engagement, dans les mauls, en mêlée fermée. Ouais,
Allez, on met un petit billet sur Fabien Pelouse. Je te suis. Moi j'étais Benazi. Benazi, il prenait plus de lumière. Il était moins dans l'ombre. Il prenait plus de lumière. Il a beaucoup pris la lumière. Il a brillé. Il a brillé. Bon, même si on a parlé beaucoup de ce match, quel était pour vous on va dire le top moment, le meilleur moment pour vous en tant que spectateur? Bah moi c'est le premier essai quoi. Dominici a percé l'ange blond. Non, je veux dire ton deuxième, pardon. Tu vois, comme ça j'ai peut-être mais le deuxième, cette espèce de rebond qu'il attrape, mais il y a tout, il est là au bon moment, la chance, le facteur rebond, les deux défenseurs n'ont pas compris ce qu'il arrivait et qu'à la fin cet essai qui conclut cet élan français porté par la maison plus tôt, je dirais que c'est là moi. Eh ben moi, je vais vous surprendre. Je me souviens très bien de mon sentiment au moment des 2 drops. Les 2 drops qui font revenir vraiment les Français dans la course. Où moi, j'avais pris comme tout le monde un petit coup sur la cafetière avec l'essai de John Alomou qui les met à 24-10, où tu te dis, bon, c'est le scénario foireux. Là, début de deuxième mi-temps, les mecs prennent 14 points d'avance. Et là, paf, 2 drops de pénalité. Tu reviens à 24-22. Et là... tu recommences à y croire, tu refais tes lacets et c'est reparti quoi. Donc moi je me rappelle vraiment bien de ça, de cette énergie et comme je disais tout à l'heure du côté Titou la maison qui ne sourit pas quoi. Il célèbre pas là, il est juste là pour défoncer tout là. Ouais, je suis d'accord avec toi que bon, j'ai pas le souvenir aussi frais que toi, mais je pense que c'est vraiment le moment où tu comprends ce qui peut se passer. Et t'y crois quoi, c'est ce moment où c'est l'espoir qui revient et je trouve ça toujours incroyable comme spectateur cette remontée, le cœur là qui remonte et qui se dit ok c'est bon, on peut le faire. Pour moi c'était après, t'as raison que Théo, que la maison il rigolait pas, il souriait pas, mais tous les autres Français quand ils marquaient, en fait chaque fois que c'était ah bon là je suis là et j'ai marqué contre les All Blacks, mais c'est pas vrai, c'est super, ouais, grosse sourire. La banane. Il y avait une super photo justement qui m'avait marqué moi dans les souvenirs, tu sais à chaque fois les trucs qui ressortent, souvenirs de Coupe du Monde ou machin et tout, et je me souviens de la légende de cette photo, c'était une photo de Lièvremont et un autre, et t'avais écrit des sales gosses qui ont réussi leur coup, et c'était vraiment à la fin du match, les mecs qui regardaient le terrain, ils regardaient les All Blacks atterrir et un smile mais de comme tu dis quoi, genre qu'est-ce qu'on vient de faire quoi. Et je vous ressortirai cette photo sur les réseaux, mais c'est ça, t'avais un enthousiasme un peu enfant quoi de réaliser un truc de ouf. Donc voilà, merci à tout le monde de nous suivre pendant cet épisode spécial 99 France-Nouvelle-Zélande. J'espère que ça vous avait donné envie de regarder ce match. Donc nous allons essayer de mettre un lien sur le Facebook. N'hésitez pas à aller sur notre Facebook et commenter sur votre meilleur moment ou moment préféré ou joueur préféré de ce match, parce que franchement on a vraiment pris plaisir, n'est-ce pas les gars? Alors, on a pris plaisir, mais je tiens quand même à dire qu'on sent les 20 ans de rugby entre les deux. Je veux vexer personne, hein. Mais il y a deux, trois... Je vois pas de quoi tu parles. Moi, sur les touches, déjà, c'est drôle, en vrai. Hein. Ah oui, ça part dans tous les sens. Aucune méchanceté, hein, mais tu sens que ça part dans tous les sens. Ils s'en foutent, les portées, ils s'en ont rien à foutre. On porte et puis vas-y. Que maintenant, tu vois les mecs, ils décollent à 12 mètres quoi, quand on les porte. Et c'est les passes après contact. Moi, je sais pas si Alban ça fait ce même effet, mais les passes après contact, j'avais l'impression de voir mes potes jouer. Tu sais, genre vraiment où ils se font attraper, où le mec s'enroule un peu autour d'eux, donc hop, il se retourne, il la jette un peu. Quelquefois, t'as l'impression. Ouais. Là, tu t'enflammes un peu quand même. Je t'assure que c'est. Après, c'est pas par rapport à. Non, c'est par rapport à notre niveau, c'était une blague, mais par rapport au niveau qu'on a l'habitude de regarder aujourd'hui, t'as quand même des trucs qui étaient qui datent un peu dans le jeu quoi. Ouais, mais parce que et dans les stats aussi, hein, quand tu vois que le meilleur plaqueur du match il en fait 12. Ouais, complètement. Aujourd'hui les mecs ils en font 25. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une après peut-être l'enthousiasme de l'époque il vient de là, que c'est des mecs qui étaient c'était vraiment les balbutiements du professionnalisme, hein, donc les mecs c'était dans un autre monde, mais sur certaines actions de jeu voilà, encore une fois je veux manquer de respect à personne, mais tu sentais qu'il y avait un écart avec le niveau que tu vois aujourd'hui quoi. Parce que ça c'était quand même le top du max de 99 quoi. Il y avait quand même nettement moins de biceps, on peut dire. Oui c'est ça, c'était plus du... il y avait plus après, de jeu, dans la vista c'était autre chose, hein. Mais c'est le jeu de l'évitement peut-être qui te contrarie mon cher Charlie. Bon, en tout cas, on s'est vraiment éclaté en refaisant un petit voyage. On avait pris la DeLorean, comme quand on a écouté Richard Tarditz dans les années 80. Le doc a mis
les gaz et on est parti en 99. Donc si vous avez d'autres idées, s'il y a d'autres matchs de légende qui vous trottent dans la tête, bon, nous on a des idées, mais voilà, dites-le nous, faites-le nous savoir sur le Facebook ou par mail à packdepotes@gmail.com et on sera ravis d'explorer une autre facette de notre histoire rugbystique avec vous. Et je vais essayer de mettre la vidéo sur notre site web aussi, donc c'est www.packdepotes.com. En tout cas les gars, moi ça fait vachement plaisir de replonger dans une époque que j'ai pas forcément connue, je l'avoue, mais c'était très intéressant de voir ce match, c'était super cool d'en parler avec vous. J'espère que je vous vois vite, que je vous entends vite, à très vite en tout cas, à bientôt. Bah oui, à très bientôt, on espère aussi, puis maintenant on a le droit de boire des coups, donc on va peut-être y arriver. C'est surtout ça. Enfin, Allez, à très bientôt les gars, au revoir. Salut à tous, bye bye. Ciao tout le monde.